Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Ah oui, combien nous pouvons être différents dans un couple. Et soyons honnêtes, on est tous confrontés au fait que nous soyons tous les deux différents. Alors, comment pouvons-nous transformer ces différences pour en faire des forces et des atouts, plutôt que des sources de tension? C'est ce que nous allons explorer dans notre épisode 215. Cette semaine, je vais vous parler de Julien, qui m'a envoyé un immense merci. Alors, avec Morgane, sa femme, ils ont suivi le parcours Un temps pour deux. Ils sont heureux de toutes ces petites soirées de discussion autour des livrets. Grâce à vous, me dit-il, nous avons fait grandir notre amour. Votre travail est un vrai cadeau. Alors, si vous êtes en couple, Un temps pour deux, ça vous parle? Sinon, allez hop, vite sur notre site 2minutesdebonheur.com pour découvrir notre parcours et ses masterclass. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes parfois exaspéré par votre chéri. Mais moi, ça m'arrive souvent. Quand je lui dis, par exemple, « Tu ne t'occupes pas de moi ?» et qu'il me répond en disant « Je ne fais que ça, je vis tous les jours le lave-vaisselle », alors là, je reste sans voix. Lorsqu'il m'explique, comme si j'étais une incapable, la façon dont je devrais parler au garagiste, ça me frustre. De même, quand je lui demande avec des gants de suivre la liste de courses quand il part au supermarché, c'est la dispute assurée. Il me menace même de me laisser me débrouiller seule si je fais une réflexion à son retour. Et là, ça me chicote, parce que j'aime mon mec et je suis consciente que nous voulons nous faire du bien mutuellement. Cependant, les malentendus sont trop fréquents. Comment pouvons-nous trouver un moyen de mieux nous comprendre? Est-ce possible de faire de nos différences un atout? Alors vous êtes en couple? Il vous arrive de ne pas vous comprendre? De vous sentir différent? De vous demander si vous parlez vraiment la même langue? Bienvenue dans la réalité des couples normaux. Mais comment agir dans ces moments d'incompréhension? J'ai envie de prendre une analogie pour vous en parler. Imaginez que vous teniez un verre d'eau à bout de bras. Pendant 1 minute, ça va aller. Pendant 1 heure, ça va devenir assez douloureux. Et au bout de 5 heures, ça va tout simplement être insupportable. Le poids du verre, vous êtes d'accord, reste le même, mais la douleur s'intensifie. Et la solution évidente est de poser ce verre d'eau pour soulager votre bras. Vous êtes d'accord avec moi? Alors dites-vous une chose, c'est que vos tensions, vos différences sont comparables à ce verre d'eau. Y penser brièvement ne provoque aucun changement et y consacrer plus de temps commence à générer de la douleur. Si vous y pensez toute la journée, si vous vous énervez de trouver votre chéri trop ci ou trop ça, vous finirez par vous sentir paralysé et incapable d'agir, comme ce verre d'eau que vous tenez depuis 5 heures. L'idée, c'est de poser ce fardeau, de prendre le temps d'en discuter, de vous comprendre, plutôt que de porter ces ressentiments trop longtemps. Pour comprendre comment les couples heureux gèrent leurs différences, revenons aux travaux de John Gottman et de sa femme. Ce couple a observé pendant 25 ans des couples en train de se disputer. Ils en ont extrait les secrets des couples heureux de toutes les observations qu'ils avaient pu faire. Partons de ce constat. Ce qui distingue les couples heureux des couples malheureux n'est pas leur intelligence, ni leur richesse, ni leurs compétences psychologiques supérieures. En revanche, ces couples-là, au quotidien, ils ont réussi à établir une dynamique qui limite l'impact de leurs pensées ou de leurs sentiments négatifs envers l'autre. Ce qui est évident, c'est que ces pensées, sentiments négatifs, on en a tous. Ces couples-là évitent justement que leurs pensées négatives prennent le pas sur les pensées ou les sentiments positifs. Ainsi, ils forment de ce fait des couples émotionnellement intelligents. Mais que font ces couples heureux pour devenir émotionnellement intelligents? Première idée. Comme vous le savez, tous les couples oscillent entre désir de fusion et besoin d'autonomie. Les malentendus découlent fréquemment de la différence de temporalité et de priorité dans les besoins et les désirs de chacun. Alors concrètement, il peut arriver que j'ai envie d'un câlin ou de proximité quand mon chéri, lui, a envie de faire du sport.
Ou alors que j'ai envie de discuter de mes problèmes de boulot alors que mon chéri est plongé dans ses jeux vidéo. Je pense que ça vous est tous arrivé. Sachez que les couples heureux acceptent que les temporalités des désirs puissent différer. L'idée n'est pas d'abandonner les échanges et les discussions, mais de les décaler à un moment plus propice qui conviendra aux deux. Deuxième idée. Nous sommes tous tentés de persuader notre conjoint que notre proposition est la plus judicieuse. Mais si, partir au bord de la mer cet été, c'est bien plus sympa qu'aller à la montagne. Bien plus vivifiant d'aller se baigner plutôt qu'aller de se promener dans les herbes folles de la montagne. Ou alors encore, aller au resto, ok, mais pas une pizza, hein, c'est plutôt calorique ton idée. Allez, on se fait un petit IVG, c'est quand même bien mieux pour tes bourrelets. Ces tactiques engendrent souvent une dynamique de « j'ai raison, tu as tort » qui peut aboutir à une discussion conflictuelle avec pour finalité un perdant et un gagnant. Cherchez à ces moments-là à établir un équilibre de pouvoir, un rapport de force égal, afin que vous puissiez trouver tous les deux un terrain d'entente. L'écoute est sans doute la meilleure alliée. Allez, un petit tour vers le podcast 164 ou le 28. Un couple épanoui cherchera à construire une alliance solide plutôt que de naviguer à bord d'un seul navire. Une troisième idée. Prenez du temps à deux. Rappelez-vous que les couples heureux passent 5 heures de tête-à-tête par semaine de plus que les autres. Alors comment passer plus de temps à deux dans un quotidien tellement dense ? Déjà, avant de vous quitter le matin, découvrez une chose que votre conjoint va faire aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui ? Et puis en vous retrouvant le soir au retour du boulot, passez un moment pour raconter votre journée sur un ton léger, le temps d'un dîner ou d'une tisane. Prenez le temps de vous arrêter et demandez comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui. Ça prend juste 5 minutes. C'est aussi prendre le temps de se toucher, de s'enlacer avec tendresse, sans sexualité. C'est se huguer au moins une fois par jour en prenant le temps de respirer ensemble. Rappelez-vous, il suffit de 20 secondes pour libérer de l'ocytocine, la petite hormone du bonheur. Essayez aussi de vous trouver un temps hebdomadaire pour parler de votre amour, pour vous rappeler vos beaux souvenirs, pour planifier vos projets d'avenir à court terme, à moyen terme, à long terme. Pas besoin de quelque chose de compliqué et d'onéreux. Juste une bougie à mettre sur la table et hop, c'est parti. Et on discute avec joie et bienveillance. Essayez aussi de pratiquer une activité commune, peut-être une fois par semaine. Suivre un cours en ligne, faire du sport, visiter une expo, sortir à vélo, aller au cinéma, voir des amis. Pensez aussi à vous émerveiller. Manifestez votre joie, votre admiration, votre gratitude. Avant de vous endormir, dites-vous 2 choses que vous avez appréciées chez votre partenaire au cours de la journée. Passer du temps à deux crée une souplesse relationnelle qui permet de créer un matelas bien confortable en cas de turbulence. Saviez-vous que, selon les recherches de John Gottman, environ 70% de vos conflits sont considérés comme insolubles ? Et vivre avec ces conflits insolubles est un des défis le plus importants dans la vie de couple. Alors, ces sources de tensions persistantes se manifestent à travers 6 domaines clés. La première, la gestion financière, où il faut composer avec des habitudes de dépenses différentes. Deuxième point, les relations avec la belle famille et la nécessité d'ajuster la fréquence des rencontres familiales. Ensuite, les tâches ménagères et le besoin de s'adapter lorsque l'un des partenaires estime en faire plus que l'autre. Puis, la conciliation famille-travail, l'équilibre délicat entre vie pro et vie perso. La sexualité, essayer d'harmoniser le rythme de ses désirs. Et enfin, l'éducation des enfants avec des approches parentales souvent différentes entre permissivité et sévérité. Dans ces domaines, le risque réside dans le fait que chaque partenaire reste fermement ancré dans ses convictions, cherchant à convaincre l'autre de sa propre perspective. Parvenir à un accord est souvent difficile et inconfortable. Le véritable défi pour votre couple consiste dans ce cas-là à composer avec ces désaccords et de simplement accepter les différences de point de vue. C'est ce que j'observe en tant que thérapeute de couple. Les difficultés durables au sein des couples ne portent pas sur les problèmes solubles, mais sur ces blocages insolubles. En réalité, ces incompréhensions qui se terminent en blocage ne sont pas des conflits à gérer, mais des différences qui ont besoin d'être comprises et acceptées. Votre conjoint n'a pas besoin de changer. Prenons un exemple. Celui qui compte chaque centime ne risque pas de devenir le héros du shopping impulsif,
Et à l'inverse, celui qui laisse les billets voler n'aura pas le titre de champion du monde de l'économie. Celui qui est plutôt dans l'écoute ne deviendra pas sévère. Celui qui est plutôt dans l'ordre ne laissera pas les jouets des enfants traîner dans le salon, le linge empilé dans la salle de bain ou la vaisselle sale dans l'évier. L'incompréhension vient quand l'un d'eux n'accepte pas ces différences. Par exemple, que son conjoint aime voir régulièrement ses frères et sœurs alors que lui, une fois par an, lui suffit. Si ces différences ne sont pas acceptées, c'est là qu'arrive le blocage et bien souvent, le couple cesse même de dialoguer sur ces sujets car ça devient beaucoup trop sensible et ça permet d'éviter la énième dispute. Sauf que cette stratégie est souvent très risquée car elle engendre de l'insatisfaction et surtout, le sujet ressort en arme fatale au cours d'une dispute. Sachez une chose, c'est que les couples heureux font de leurs différences un atout. En fait, chaque attitude a ses avantages et ses inconvénients. Celui qui était économe est top, car il prévoit le matelas en cas de coup dur, et le dépensier met de la fantaisie dans le quotidien. Le sévère apporte un cadre nécessaire pour la sécurité et le plus permissif de l'écoute pour favoriser la compréhension. Pour les tâches ménagères, chacun apporte au fonctionnement de la maison ses compétences. La difficulté est souvent d'accepter que l'autre va faire différemment de moi. Comme les courses, baigner les enfants, payer les factures. Quand l'un de vous tombe dans la tentation de tout faire pour que ça soit à sa façon, c'est là que les problèmes surviennent. Les 30% de conflits solubles, quant à eux, trouvent leur résolution dans un compromis positif. Chaque partenaire se montre ainsi attentif aux signes de rapprochement de l'autre et les désirs de chacun s'expriment avec transparence et confiance, accueillis avec curiosité et bienveillance. L'objectif est donc de parvenir à une solution gagnant-gagnant qui respecte les besoins fondamentaux de chaque individu. Et les couples heureux, rappelez-vous, utilisent leur énergie et leur créativité pour chercher une solution sans remettre en cause leur couple. Allez, je change de regard. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter 2 outils pour mieux vous comprendre et ainsi vous accepter différents. Le premier outil, c'est prendre la responsabilité de sa relation avec l'écharpe relationnelle de Jacques Salomé. Alors, l'écharpe relationnelle, c'est un élément clé de la méthode ESPER, développée par Jacques Salomé. Elle se révèle être un instrument précieux pour sensibiliser chaque membre d'un couple à sa responsabilité au sein de la relation. Rappelez-vous bien que dans un couple, l'unité ne se raisonne pas à 1 + 1 = 2, mais plutôt à 1 + 1 = 3. Les 3, c'est toi, moi et nous. Et le nous, c'est le couple. Lorsque des couples me consultent, je souligne souvent que ce ne sont pas eux individuellement qui sont remis en cause dans leur tension, mais plutôt le nous du couple, la relation dans le couple. Revenons à l'image de l'écharpe. Donc elle symbolise le fait que chacun des partenaires détient un bout de l'écharpe, donc a en responsabilité une part de la relation. Une chose importante à noter est effectivement que chacun est responsable de sa propre partie, est responsable de ce qu'il vit, de ce qu'il fait, de ce qu'il ressent. De fait, chacun est également responsable de ses paroles, de ses actions et de ses émotions. Je vous laisse imaginer aussi que celui qui reçoit les messages est inévitablement influencé par son passé, par son éducation, par sa culture et ses expériences. Alors évidemment, chacun tient un bout de cette écharpe et vous prenez bien conscience que la responsabilité de la relation est partagée à raison de 50% pour chacun. Lorsque chaque membre du couple reste à son extrémité et que la relation est souple, la communication devient fluide et authentique. Vous partagez alors ouvertement vos sentiments et vos expériences et vous écoutez attentivement et accueillez les paroles de l'autre avec bienveillance. Les problèmes surgissent lorsque l'un de vous s'invite dans les 50% de son partenaire. Il tente de se mettre à la place de l'autre. Ça revient à lâcher son propre bout d'écharpe pour s'emparer de celui de son conjoint. Cette attitude peut conduire à un sentiment d'incompréhension, d'infantilisation, voire de frustration chez celui à qui l'on retire son bout d'écharpe, le privant ainsi de toute autonomie. D'où l'importance de bien rester sur son bout d'écharpe. Il peut même y avoir des nœuds sur ces écharpes, symbolisant les malentendus, les paroles blessantes ou les événements non exprimés, le tout de manière assez chronique. Dans ces situations d'incompréhension, chacun tire de son côté le nœud qui va alors se resserrer davantage. La solution va résider alors dans la collaboration,
La seule issue pour s'en sortir et défaire le nœud est de regarder ensemble ce nœud pour le défaire. Les langages de l'amour de Gary Chapman est un bon moyen pour mieux s'accepter différent. Nombreux d'entre vous connaissent sans doute ce fameux livre « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. L'idée est de décoder le langage de votre chéri pour mieux communiquer avec lui ou avec elle et lui manifester votre amour. Gary Chapman a donc identifié 5 moyens d'expression principaux par lesquels vous manifestez votre amour. Il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Allons les explorer. Ceux qui ont besoin de moments de qualité pour se sentir aimés privilégient le temps passé ensemble et vont dire fréquemment « Cette soirée au cinéma, c'était super. Oh, dîner au resto avec toi, j'ai adoré. J'aime tellement le temps qu'on passe ensemble à discuter. » Ceux qui apprécient les services rendus ont besoin d'être reconnus, d'être aidés dans leurs tâches. Quand quelqu'un leur rend un service, ils entendent « L'autre m'accorde de l'importance, il m'aime. » Ou encore, quand tu passes l'aspirateur, tu penses à moi parce que tu me fais plaisir en rendant la maison propre. Alors d'autres, pour se sentir aimés, ont besoin d'être touchés. Et ont tendance à dire « J'aime quand nous marchons à côté que tu me prends par la taille. J'aime être cajolé. J'aime tellement être dans tes bras, d'être embrassé. Je sais que tu m'aimes quand tu passes à côté de moi et que tu me fais un baiser. » Ils sont heureux d'avoir des relations sexuelles. Tous les deux cette nuit, c'était tellement bien. D'autres vont être réceptifs aux cadeaux. Ah, quand tu reviens avec un cadeau si bien choisi, je sais que tu m'aimes. Ces gens-là adorent aussi les surprises. Cette soirée surprise au théâtre, c'était magique. Alors on les reconnaît facilement ceux-là, parce que quand ils vous font un cadeau, ils sont toujours bien empaquetés, bien enrubannés et viennent vous apporter plein de petites attentions qui peuvent être aussi simples qu'une fleur des champs ou un caillou ramassé. C'est leur manière de penser à ceux qu'ils aiment. Ceux qui sont sensibles à la valorisation ont besoin d'entendre des compliments sincères pour se sentir aimés. « Oh, c'est vraiment bien ton truc !» Ils aiment les mots d'appréciation. « Bah, t'es un champion !» Et les mots d'encouragement. « Vas-y, tu peux y arriver !» Ou des paroles qui sont sympas. « Je sais que je peux compter sur toi. » Je vous laisse imaginer la complexité quand il y en a un qui aime les cadeaux et que son conjoint lui passe l'aspirateur ou vide la machine pour lui dire qu'il m'aime. Ça peut créer quand même un peu de dissonance et bien des tensions. On pourrait aussi parler de certains qui aiment passer du temps à deux et quand le conjoint, lui, aime être valorisé. Non, ce n'est pas tout à fait sur les mêmes registres. D'où l'importance de comprendre le langage de l'autre et d'échanger à ce propos. Comme dirait mon ami Yvon Dallaire, les couples heureux sont exigeants et attendent beaucoup de leur relation. Et ils sont en même temps particulièrement bienveillants avec eux-mêmes et avec leurs conjoints. Alors bien sûr, tous les couples ont besoin de réajustements réguliers afin de maintenir des relations qui correspondent à ces exigences. Ainsi, ils ne craignent pas de communiquer sur les difficultés. Et souvenez-vous, les couples heureux sont loin d'être parfaits. Ils ont aussi leurs moments de tension. La seule différence, c'est qu'ils s'appuient sur la richesse de leurs différences pour trouver des solutions win-win. Alors maintenant, à vous de jouer. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, un couple qui transforme ses différences en atouts, 1. Surfe avec les conflits insolubles, 2. Met en place des habitudes relationnelles bienveillantes, et enfin 3. Essaye par l'écoute de comprendre la carte du monde de son conjoint. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose de prendre un temps en couple et de simplement vous regarder sans parler pendant 2 minutes, puis savourer le bonheur de vous sentir connecté. La petite mousse de la semaine est inspirante pour tous. Elle nous vient du réaliste Gustave Flaubert et nous dit « Ce ne sont pas les perles qui font le collier, mais le fil. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes.
C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.